Ce genre de harcèlement continuait sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Louis Dechamps, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis comédien et chanteur et chroniqueur radio. J'étais en première secondaire, donc je venais de rentrer en fait. Donc je venais d'une école de campagne. En fait, j'avais fait toutes mes primaires dans une école de campagne qui était juste extraordinaire. J'ai vraiment eu une enfance parfaite à ce niveau-là. J'ai vraiment pas de soucis. C'était une école où on était max 50, 55 personnes au total. Donc ça s'est toujours super bien passé. Les profs sont super. Enfin, vraiment une école de campagne comme on peut le rêver. Des gens très tolérants, vraiment super. Et puis alors je suis arrivé en secondaire, donc la plus grosse école, on était plus de 2000. Donc c'est complètement différent. D'un coup, on était plusieurs centaines et donc à ce moment-là, il y a déjà un changement qui s'opère parce que bah forcément il y a de plus de variété dans les esprits, dans les éducations, des choses comme ça. Ça restait une école de campagne quand même, mais avec beaucoup plus de gens. Et la première fois que j'ai entendu une rumeur, c'est j'allais demander à l'accueil, je sais plus trop quoi, c'était un truc pour mettre dans mon journal de classe ou quoi au début de l'année. Et j'entends une fille que je connaissais à peine, que j'avais vue quelques fois et avec qui j'avais parlé quelques fois, je parle du fait que je crush à ce moment-là sur une fille. J'ai beaucoup crushé sur des filles dans ma vie. Je suis un très grand sentimental, mais donc à l'accueil, je parle aux éducatrices parce que c'était les gens avec qui je parlais le plus parce que j'aimais bien aussi parler avec le corps enseignant. Et je leur disais que j'avais un crush sur une fille et puis la fille qui est à côté se mêle à la discussion et dit ah mais je croyais que t'étais gay. Et j'étais là non enfin je pense pas à ce moment-là et puis ça s'est confirmé par après évidemment avec l'arrivée de la puberté tout ça parce que je ne l'étais pas encore à ce moment-là, mais ça m'empêchait pas d'avoir des petits sentiments pour certaines personnes. Et c'est en entendant ça que je me suis dit ah oui, ok, voilà. Et depuis bah ça n'a pas arrêté jusqu'à la réto, quoi. J'ai commencé à être harcelé par rapport à ma prétendue sexualité. Je dis prétendue sexualité parce que c'est les gens qui émettaient leurs hypothèses, forcément, par rapport à mon physique, par rapport à ma façon de me comporter, par rapport à ma sensibilité, parce que je vous l'apprends peut-être, mais un artiste en général est relativement sensible et donc bah forcément je l'étais à ce moment-là. Je pense que fondamentalement à l'adolescence on se cherche, on se crée une identité, une image qui peut changer à tout moment, hein. Ça peut, là encore maintenant, j'ai des choses qui changent dans ma manière de faire les choses, dans ma manière d'approcher certaines choses aussi, et dans ma manière de m'habiller, de m'exprimer. Il y a plein de choses qui changent tout le temps, et dans l'adolescence, évidemment, c'est une des périodes majeures. Il y a vraiment un gros changement qui s'opère. Et donc à ce moment-là, bah oui, je cherchais à ressembler un peu plus au mâle alpha, tu vois, au garçon qui était un peu plus masculin que moi à l'époque, parce que bah j'ai pas changé physiquement, j'ai toujours une grande tige toute mince. Pourtant je fais de la piscine un jour sur deux, hein, mais je reste tout sec. Mais donc j'ai toujours été voilà, un cap de frein. Mais c'est bien ça, effectivement, j'aime bien. Et alors bah j'avais pas forcément le physique d'un garçon qui devenait très masculin. Parce que j'ai toujours aussi assumé cette part de féminité, d'avoir ce côté androgyne en soi. Je trouve ça intéressant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comme j'ai toujours vécu avec des amis filles, j'ai quasiment jamais eu d'amis garçons. Parce que je trouvais que les filles étaient beaucoup plus sympas, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus posées, qu'elles se prenaient moins la tête, ce qui peut être étonnant pour certains. Déjà ça lançait quelques rumeurs. Et donc j'avais essayé de me faire ami avec des garçons, j'avais essayé de faire grandir cette soi-disant masculinité en moi. Ça n'a évidemment pas marché, mais c'était le but à ce moment-là. Et évidemment, bah, c'est des tentatives qui te prouvent aussi que tu vas droit dans le mur et qu'en fait ne change pas pour les gens. Enfin, je m'en rendais compte au fur et à mesure que les années avançaient. Et puis mes amis étaient là aussi parce que j'avais quand même des amis sur qui compter. Et ces filles-là me disaient mais non, il faut que t'assumes, pas de problème. Donc j'étais bien d'un côté, de l'autre côté, j'étais là. Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois faire des choses? Et je voulais aussi plaire aux filles, machin. Et c'était compliqué parce qu'il y a toujours ce stéréotype du garçon qui doit protéger, du garçon qui est musclé. Enfin, quand t'es adolescent, à l'époque en tout cas dans mon école, c'était très marqué. Il y avait vraiment cette envie d'avoir un mec musclé. Et alors il y a ce terme que je n'oublie pas, que beaucoup de filles utilisaient et beaucoup de garçons aussi. C'était le brun ténébreux. Je trouve ça mais ridicule au possible ce terme, parce que ténébreux, bah c'est les ténèbres, c'est des red flags ambulants, c'est l'enfer, c'est horrible.
un brin ténébreux, c'est pas juste quelqu'un de mystérieux, oh là là, de beau, etc. Enfin, vraiment l'image du surfeur ou du rocker qu'on s'imagine. Non, c'est un ténébreux, c'est quelqu'un qui est proche des enfers. Donc, donc cette image-là était très ancrée dans les esprits à ce moment-là. Donc je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer de me rapprocher de ça. Ça n'a absolument pas marché. Je me suis évidemment très vite écarté, mais oui, j'ai essayé. J'étais un peu allez, je vais pas dire le souffre-douleur de la classe parce que c'était pas à ce point-là. Mais il y avait certains points où, comme j'étais sensible et empathe, hein, un vrai empathe, s'il y avait une prof qui se faisait un peu maltraiter, bah, je prenais sa défense automatiquement. Et je me souviens qu'on avait cette prof de musique que j'adorais parce qu'elle aimait beaucoup le classique, moi aussi. Et, enfin voilà, j'adorais la musique, j'ai toujours adoré la musique, ça fait partie de mes rêves. À l'époque, bah, quand on avait cours de musique, évidemment, il y en a plein que ça n'intéressait pas. Et ces gens-là se rebellaient beaucoup et disaient on en a rien à faire, enfin ça nous intéresse pas machin, mais ils le disaient évidemment de manière beaucoup plus virulente et beaucoup plus crue. Et moi je prenais la défense j'allais à contre-courant de ça et ça m'a valu des grosses moqueries, genre j'étais le lèche-botte, des trucs comme ça. Enfin bref, la classique quoi. Ce genre de harcèlement continuait sur les réseaux sociaux, donc on avait des groupes de discussion sur Messenger où on s'échangeait les devoirs, les synthèses, des trucs comme ça. À ce moment-là, bah, sur le groupe, je m'en prenais plein la poire pour ce genre de choses-là. Il y en a qui exagéraient parce que ça les faisait rire, d'exagérer et de me faire peur, entre guillemets, parce qu'ils savaient très bien que j'avais vite peur, ils savaient très bien que moi, c'était pas du tout mon but et que j'étais beaucoup plus vite embêté, on va dire. Et donc, ils s'y donnaient à cœur joie. Enfin, voilà, c'est des schémas classiques, des effets de groupe, l'effet de masse, comme dit Maël, oui, c'est Maël. Ouais. Je sais très bien que l'homosexualité ne se choisit pas, que c'est un truc qui est scientifiquement prouvé, et que de toute manière, qu'il le soit ou pas, ça change rien au fait que c'est des personnes, au fait qu'elles ont le droit d'aimer qui elles veulent, et de fréquenter qui elles veulent, sans être harcelées, sans être moquées, sans être voilà, des trucs de base hein, qui devraient être dans l'éducation de tout le monde. Mais c'est pas le cas parce que le monde est complexe et il faut de tout pour faire un monde. Et malheureusement, ça comprend évidemment des gens méchants ou des gens qui... Enfin, souvent on dit souvent que c'est des gens méchants, mais pour moi, c'est un peu plus profond que ça. La méchanceté vient en général pour moi d'une espèce de frustration intérieure, d'un mal-être. C'est souvent des gens qui sont en manque d'amour qui font ça. Et ces gens-là ont parfois des traumas qui laissent s'exprimer de la pire des manières possibles parce qu'ils ne le traitent pas correctement, mais ils ne le savent pas forcément comment on fait. Donc je ne leur en veux pas de manière démesurée parce que bah, je me doute qu'il y a quelque chose derrière de plus profond. J'espère qu'un jour, ils arriveront à en parler et à assumer ce côté-là d'eux, quoi. Parce que sinon, ça crée des problèmes inutiles pour ces gens-là et pour d'autres personnes en même temps. Puis au fur et à mesure des années, ça s'est intensifié. J'avais beau dire que je ne l'étais pas, parce que c'est toujours le cas, je ne le suis pas a priori. Ça a augmenté au fil des années, forcément, la puberté, les hormones. Les garçons ont commencé à se moquer parce qu'il y avait évidemment des garçons qui étaient un petit peu moins tolérants que les autres. Et donc, ces hypothèses étaient devenues carrément un mensonge auquel ils ont cru. En fait, finalement, parce que quand on raconte un mensonge et qu'on le raconte d'année en année, on finit par y croire. Et donc, tout le village pensait que j'étais homosexuel. Et alors, il y a eu parfois quelques gestes déplacés qui sont un peu marquants. Et c'est vraiment en réto que ça a commencé ce genre de choses. C'était souvent dans les cours de sport d'abord. Ça a commencé gentil, je vais dire entre gros guillemets. Donc les cours de sport, bah forcément on devait se changer ensemble dans les vestiaires. C'était non mixte, donc on se changeait pas avec les filles. J'aurais préféré me changer avec les filles honnêtement, sans aucune arrière-pensée, parce que les filles n'ont pas ce côté jugeant sur le physique ou il y en a qui peuvent l'avoir évidemment, mais j'aurais préféré me changer avec mes amis, quoi, tu vois. Plutôt qu'avec des garçons qui me gênent au possible et qui en fait j'ai l'impression d'être tout le temps pris pour cible. Donc je me souviens que je me mettais dans le coin à côté de l'entrée et c'était des garçons qui n'en avaient rien à cirer de rien, donc ils se montraient tout nus, ils faisaient des concours, enfin il y avait plein de trucs comme ça. Moi j'étais pas du tout là-dedans, j'étais immensément pudique. Je détestais me mettre ne serait-ce qu'en boxer devant tout le monde, même en maillot, j'aimais pas. Et encore maintenant, quand je vais à la piscine,
Je ne suis pas fan de me mettre en maillot, mais bon, faut bien. J'essaye de bosser ça, mais donc dans les vestiaires, ça a commencé par des remarques du style je suis sûr que ça t'excite de nous voir, nana, enfin des trucs vraiment comme ça, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, c'était des remarques de ce style-là. Et puis parfois ils venaient, ils essayaient de me toucher dans le dos ou machin. C'était pas des endroits inappropriés, mais bon, ça reste quand même, on te touche le dos, on te touche les épaules, on te fait des petites, une espèce de bizutage là. Là, j'étais vraiment pas à l'aise. J'en parlais avec le prof. Le prof était, ce prof-là était un petit peu moins chochotte, comme il disait. Tu vois. C'était un peu en mode, ah c'est bon, c'est pas grave, tu te changes, tu pars. Oui, mais non, parce qu'on ne me laisse pas tranquille en fait. J'ai même peur et j'attendais parfois que les autres partent pour pouvoir me changer. Donc j'étais toujours le plus lent, machin. J'ai toujours été le plus lent. C'est peut-être un signe, je sais pas. Mais j'aimais bien prendre mon temps et à ce moment-là, il y avait une raison. Et puis alors, dans le local réto, je me souviens d'un moment en particulier où j'étais assis sur, on avait 2 canapés, j'étais assis sur un des canapés. Et c'est un local qu'on partage avec toutes les sections. Et il y avait un gars de la section art qui était venu se mettre sur moi en disant ouais, tu m'excites, nanana, en faisant, mais pour faire rire ses potes, quoi. Et moi, sur le moment même, je rigolais pour faire, ça ne m'affecte pas. Mais si. Et je me souviens que le soir même, je lui ai envoyé un message en lui disant, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça? Machin. Il s'est excusé, heureusement. C'est quelqu'un qui était très compréhensif sur le moment. Il savait pas que ça me ferait autant de mal. Il pensait que je savais pertinemment bien que j'étais hétéro et que du coup, ça ne me, mais je dis, c'est des choses sur lesquelles j'aime pas rigoler parce que c'est des gens aussi qui ont ce genre de choses très souvent. Ne fais pas vivre à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Donc j'avais cette mentalité-là à ce moment-là. Mais c'était des trucs comme ça et voilà, il y en a eu quelques-unes. J'en ai pas eu des flopées heureusement, mais il y en a eu quelques-unes quand même. J'étais satisfait du fait que ça s'arrête. Donc j'étais soulagé que ça s'arrête tout simplement. Et j'attendais aussi de voir s'il allait le respecter. Heureusement, il l'a fait. J'ai plus jamais rien eu de sa part. D'autres personnes, oui, mais lui, s'est complètement arrêté. Et, euh, et je me souviens avoir appuyé sur quelque chose d'important à ses yeux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa maman. Et je lui ai dit, mais imagine-toi la fierté qu'elle doit ressentir en voyant ça. T'imagines si je vais lui dire comment elle va réagir, tu vois. Là, il a compris. Parce que tu touches à quelque chose qu'il affectionne tout particulièrement. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné quelque part. Et à ce moment-là, j'étais très content de ça. Maintenant, j'espérais des excuses un peu plus profondes, un peu plus grandes et pas juste, oui, pardon, excuse-moi, je ne recommencerai plus. C'est peut-être un peu égoïste de ma part, j'en sais rien, mais sur le moment, j'espérais une excuse un peu plus grande ou qu'il conscientise aussi ses amis parce que ses amis ont continué. Mais bon, j'étais quand même satisfait de ses excuses. Ça a commencé, je vais dire, ce genre de geste déplacé vers la quatrième, cinquième secondaire jusqu'à la fin de ma réto. Au moment où j'ai mis un stop et où j'ai dit vraiment là, ça suffit quoi, parce que c'est beaucoup trop, j'en peux plus. J'en ai parlé évidemment, parce que je trouvais ça très important et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a éduqué à parler, on m'a éduqué à dire ce que je ressentais. J'ai une maman qui était très présente et qui l'est toujours, donc à ce niveau-là, j'avais pas de problème. Donc j'ai parlé beaucoup, j'ai été au centre PMS, enfin j'ai cherché de l'aide, mais ça continuait quand même et je devais faire avec, je devais vivre avec et quand je vois que maintenant il y a des histoires comme ça, enfin il y en a des tonnes évidemment. Mais quand je vois que même les gens en parlent et que ça continue, je veux dire là c'est quelque chose d'autre qui rentre en compte et c'est une espèce de force mentale qu'on essaye de trouver soi-même parce que on se sent un peu seul. Faut le dire, c'est un courage aussi de le dire parce que c'est compliqué de passer le cap et de faire affront à ces gens-là, de dire calm down boys. Donc voilà, j'ai fini par le faire, mais il a fallu du temps. Ouais. C'est à ce moment-là, je veux dire 4, 5e, 6e que c'était le pire. Comme toute personne normale, je me renfermais beaucoup. J'étais beaucoup dans l'incompréhension. Je me disais mais enfin, j'ai l'impression de faire le bien et je me prends que du mal derrière. Et je sais qu'en grandissant, ma vision de cette période-là a changé beaucoup parce qu'au départ, bah oui, quand je le vivais sur le direct,
en direct live, j'étais vraiment pas bien, quoi. Enfin, c'est de la tristesse, c'est de l'incompréhension surtout, à savoir pourquoi est-ce que c'est mauvais ce que je fais alors que j'ai l'impression d'aider quelqu'un et que j'avais de la reconnaissance de la part de ces profs-là. Je comprenais pas. Donc j'ai cherché à en parler, heureusement. J'en ai beaucoup parlé avec les enseignants, j'en ai beaucoup parlé avec les éducatrices, qui heureusement ont été super compréhensives, qui n'ont jamais cherché à diminuer ce que je ressentais ou quoi. Donc j'ai vraiment à ce niveau-là été vraiment bien épaulé. Mais oui, ce que tu ressens, bah, c'est de la colère, de l'incompréhension, de la peur, parce qu'il y en a qui avaient vraiment des propos, c'était des menaces quoi, carrément de mort parfois. Donc c'est quand on arrive là, tu te dis ah ouais on veut ma mort quand même. Enfin c'est le plus extrême que tu puisses faire, c'est vouloir tuer quelqu'un. Et je me rendais pas compte en soi de la gravité des propos parce que je me disais bon ils le disent pour rire sûrement, ils le disent pour se faire plaisir ou je sais pas quoi. Mais légalement même c'est d'une gravité immense, c'est illégal, on ne peut pas faire de menaces de mort à quelqu'un. Et je m'en rendais pas compte évidemment à l'époque. Les éducatrices s'en rendaient plus compte que moi, heureusement encore une fois. Et puis alors ma vision a changé, bah, j'ai eu tout ce rapport de ah oui ok c'est sûrement des gens qui n'ont pas reçu assez d'amour, sûrement des gens qui sont en mal-être. Il y a une fois je me souviens, c'est un moment dont je suis évidemment très peu fier. Euh, C'était un moment où j'étais beaucoup harcelé. Je me suis dit en fait que pour que ça se termine, je vais faire pareil. Donc j'ai fait pareil une seule fois, ça a duré 30 secondes. C'était quelqu'un avec qui on se chamaillait énormément et j'avais fait une blague sur son nom de famille. Voilà, c'est pas quelque chose que je cherchais à diminuer, c'était vraiment pas glorieux. Et quelqu'un était venu directement le défendre. Et sur le moment, je me suis un peu senti triste. C'est un peu égoïste, hein, mais sur le moment, je me suis un peu senti triste parce que j'ai dit, oh non, on l'a pas fait avec moi. Et donc, ce moment-là, je le garde et chaque fois que j'y pense, ça me fait vraiment mal au cœur, ça me brise le cœur parce que je sais que je ne suis pas comme ça au fond. Et je ne l'ai plus jamais refait, je ne le referai plus jamais, évidemment. Mais je me suis dit, en fait, c'est sur ce moment-là, et c'est pour ça aussi que je ne blâme pas les gens qui harcèlent, parce que je sais par quoi ils passent, et que peut-être qu'ils sont harcelés dans leur famille, peut-être qu'ils sont harcelés par d'autres personnes aussi, on sait pas. On sait jamais, en fait, finalement. Chaque personne a sa vie complexe, son existence, ses idées, et évidemment ses fréquentations. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire pareil, voir ce que ça fait. Et puis au final, on s'est rabiboché très vite. On a très vite joué aux jeux vidéo ensemble et c'est une amitié qui a duré très longtemps. Donc ça me rassure évidemment du fait qu'on a vu au-dessus de ça, qu'on a grandi, qu'on a pris en maturité. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 12 ans. C'est en plein dans voilà, l'époque où on peut très vite sombrer là-dedans. Et voilà, on fait tous des erreurs et je déroge évidemment pas à la règle. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ne blâme pas ces gens-là. J'ai pas prolongé l'expérience. C'était loin de mes idées en soi, donc voilà, je suis. Mais ça fait partie des petits moments dont je ne suis pas fier du tout. Le moment où le gars s'est assis sur moi, c'était quand même. On était à 2-3 semaines des examens, pas plus, de fin d'année, enfin pas de Noël mais de juin. Donc on était vraiment quasiment au bout. Et je me dis waouh, j'ai quand même tenu longtemps euh, avec ça. Et donc j'espérais juste que ça, voilà, et puis que je ne recroise plus ces gens-là et que je fasse ma vie, et, tout simplement. Donc j'étais bien soulagé quand ça a été fini. Ouais. Et voilà quoi, je me suis posé des questions un peu plus rationnelles. Je me suis dit maintenant c'est terminé, je suis parti de là, donc ça sert plus à rien que je m'y consacre, mais je garde ces blessures-là et j'en fais quelque chose d'artistique maintenant. Et ça, c'est ça que je trouve chouette aussi chez l'être humain, c'est que, bah, je veux dire, dans ma communauté artistique, parce que je connais évidemment plein d'autres artistes avec qui je suis très ami, bah, on a tous ce point commun qui est que dans nos œuvres, on parle de choses qui nous ont fait mal, c'est nos blessures qui créent toutes ces choses-là et qui nous poussent à nous intéresser à certaines choses. Comme j'en parle plus souvent, quand ça revient, bah, on a souvent tendance à un peu diminuer, à se dire oh, c'est pas grave, oh là là, parce qu'on n'a pas envie de se replonger dedans à fond non plus, parce qu'on a fait tout un travail de guérison derrière, et que j'ai cette politique interne, cette politique mentale de me dire il faut que j'avance quoi, sans renier ce que j'ai vécu, mais il faut que j'avance, il faut que je grandisse, il faut que je voilà. Il va m'en arriver encore des belles. Je vais peut-être dans mon métier avoir du harcèlement médiatique, des choses comme ça.
faut que je m'y fasse. Bah déjà, il y a tout l'aspect développement personnel avec les gens, avec l'aide des éducatrices, l'aide des enseignantes, l'aide du PMS et des secteurs comme ça, enfin des centres comme ça. Je suis jamais allé au planning d'aide familiale, je suis jamais allé voir un psychologue en plus. J'en parlais parfois avec ma logopède enfin c'est pas sa spécialité non plus, mais elle avait ce côté un peu plus humain, elle avait l'habitude de travailler avec les enfants, avec les adolescents, donc il y avait cette partie-là qui m'aidait beaucoup. Et d'avoir des points d'accroche comme ça avec mes amis, ma logopède, les enseignants, ça a aidé évidemment à supporter ça de manière beaucoup plus simple. Puis alors, il y a eu le Covid. J'étais en première année de communication à ce moment-là, donc complètement différent. Là, des gens adorables que je côtoie toujours maintenant et qui font partie de mes meilleurs amis. J'ai juste eu un énorme renouveau au niveau social, qui a énormément aidé. Je trouve que, enfin, c'est des gens qui me ressemblent beaucoup et on n'a même pas eu besoin de, je veux dire, un échange de regards et c'était bon, quoi. Et donc ça a vraiment fort aidé. Et puis, bah, pendant le Covid, pendant le confinement, je me suis évidemment, comme beaucoup de gens, énormément remis en question, enfin, j'ai remis ma vie en question, en fait. J'ai dit, est-ce que je suis dans les bonnes études? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Parce que j'avais un rêve à ce moment-là qui était de devenir artiste. Donc, je voulais devenir chanteur, comédien, je voulais faire plein de trucs. Et, enfin, mon rêve principal, ça a toujours été d'être chanteur. Et donc, je me disais, comment est-ce que je peux faire pour y arriver, quoi? Et c'est venu par, le fait de réfléchir à ma personnalité, le fait de réfléchir à mes passions, à ce que j'aime, que c'est revenu. Et puis j'en ai parlé évidemment avec plein de gens sur les réseaux sociaux, des nouveaux amis. Ma première amoureuse, à ce moment-là, j'ai parlé beaucoup avec elle de ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'est des choses qui font partie du processus. Maintenant, j'ai pas eu d'étape à proprement parler. C'est venu à un moment T, sans que je m'y attende trop, en fait. C'est venu de manière spontanée. C'est hop, le Covid, on se remet en question. On pense à sa vie, à sa personne, à sa propre personne. On rencontre de nouvelles personnes, parce que ça aussi, c'est super important. Si je peux conseiller, entre guillemets, quelque chose à tous ces gens qui subissent des choses similaires aux miennes, ou encore pire, c'est de renouveler leur cercle, de partir de ce... J'ai beaucoup d'amis hein, qui ont eu des problèmes aussi comme ça, qui se sont fait harceler à l'école. Ça pouvait aussi être dans les études supérieures, donc avec des gens de 20, 21, 22, 23 ans. Parce que voilà, ça touche tous les âges, c'est aussi une des réalités. Mais ce que je peux leur conseiller, c'est de changer vraiment de cercle, rencontrer des nouvelles personnes, renouveler, parce que là, le cerveau va se raccrocher à d'autres choses et ça va automatiquement enclencher un processus de guérison qui est déclenché par le fait que, ah, ben en fait, ces gens-là me prouvent que je peux être aimé, me prouvent que je peux être jugé à ma juste valeur et que je peux prendre avec humour des petites remarques qu'on se fait. Ça peut fonctionner, ça existe. Et donc le fait que ton cerveau prenne conscience que ça existe, c'est ce qui va faire que tu vas passer le cap. Je pense, hein. Je pense que ça m'a plus solidifié que fragilisé. Et il y a une chose surtout qui m'a beaucoup solidifié, c'est que c'est une longue histoire, hein, mais quand j'étais tout petit, vers mes 5 ans, mon père a mis une cassette d'un concert de Michael Jackson. Et en voyant ça, je me suis dit, oh waouh! J'ai vu les premières images de lui qui arrivent sur scène. Je me suis dit, oh waouh, je vais faire pareil. Et c'est là qu'est né le rêve de devenir artiste, le rêve de devenir chanteur. Ça ne m'a jamais lâché, donc c'est aussi un truc auquel je me raccrochais, qui me disait, je vais y arriver, je vais le faire, machin. Et ça m'a jamais vraiment lâché jusqu'au moment où je suis vraiment arrivé à l'âge adulte. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à aller faire. Pendant cette période de remise en question, je me suis beaucoup intéressé au personnage, à qui était vraiment ce cher Michael Jackson. Je suis allé voir en profondeur parce qu'on raconte beaucoup de choses sur lui qui sont atroces, hein, je veux dire. Puis en découvrant, en m'intéressant de manière beaucoup plus rationnelle et objective à la personne, en fait, c'est pas du tout, tiens, c'est marrant, c'est pas du tout ce qu'on raconte. En fait, il s'est pas du tout, enfin, je me rends compte qu'il s'est pas du tout blanchi la peau et qu'il avait le vitiligo universalis. On apprend qu'il y a tout le harcèlement aussi de son père quand il était gamin. Et c'est aussi des trucs auxquels je me suis identifié quelque part. Et c'est quelqu'un qui a subi ça de ses 5 à ses 50 ans, donc de ses 5 à son décès, et qui a été d'une force mentale absolument extraordinaire. Et je me disais, je ne pourrais jamais marcher dans ses chaussures plus d'une journée. Beaucoup de gens, s'ils avaient été à sa place pendant 5 minutes, se tireraient une balle après, vraiment après 3-4 minutes, quoi, pas plus. Ça reste une personne à part entière qui aussi a ses peurs, a ses craintes, a ses douleurs, a des choses comme ça.
Et le fait de le voir, enfin de voir qu'il a été harcelé à ce point-là, je me dis, tu arrives à un moment où quand tu subis ça de manière répétitive et exagérée, bah tu mets une sorte de mur qui fait que tu n'es pas complètement atteint. T'es quand même atteint parce que tu restes un être humain et que avoir des critiques sur toi, ça te fait mal, surtout quand c'est faux. Tu t'y attaches moins. Tu vois, c'est des trucs que des inconnus disent, que des gens balancent sans te connaître, sans avoir marché 5 lunes avec toi. À un moment, c'est bon, quoi. Je dirais, ces gens-là ne me connaissent pas, donc à quoi bon m'intéresser à ce qu'ils disent que les gens se fassent leur idée. Voilà, je veux dire, quand on veut devenir une personnalité publique, ça fait partie du package, du packaging. C'est de se dire que bah, il y a des gens qui vont inventer des conneries, beaucoup. Tu sais que c'est faux, ta famille sait que c'est faux, tes amis savent que c'est faux. Des gens vont y croire, et il faut accepter que des gens y croient. Et si ça leur fait plaisir, ça leur fait plaisir. Et donc à ce moment-là, c'est une sorte de sagesse qui vient, c'est de s'en foutre du regard des autres finalement. Et c'est ce qui importe dans la vie, c'est ce que je peux conseiller aussi, c'est de s'en foutre du regard des autres. Parce qu'en soi, la Terre continuera à tourner, le système solaire aussi, et on avancera dans l'infini, et voilà quoi.